Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Bonjour et bienvenue dans le numérique pour tous. Et aujourd'hui, une émission spéciale Cloud. Oui, cet espace numérique où sont stockées la plupart de nos données personnelles, qu'elles soient bancaires, fiscales, de santé, mais aussi toutes nos photos et autres infos laissées sur les réseaux sociaux. Alors, qui a réellement accès à ces données? Jusqu'où nos données sont en sécurité dans le contexte géopolitique que nous connaissons? Et a-t-on encore le choix entre sécurité et efficacité? C'est ce que nous tenterons de comprendre avec notre première invitée. Et au sommaire également de cette émission, pour tous ceux qui veulent tester leurs compétences en matière de numérique, nous vous ferons découvrir une plateforme unique pour progresser à votre rythme. Le numérique pour tous spécial Cloud, c'est tout de suite et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Et pour commencer cette émission spéciale Cloud, j'ai le plaisir d'accueillir un économiste qui rend l'économie captivante et accessible. Il est aussi directeur du cabinet d'analyse Asterès, directeur d'études au sein de l'université Panthéon-Assas. Nicolas Bouzou, bonjour et merci d'être parmi nous. C'est moi qui vous remercie. Alors, vous savez, dans le numérique pour tous, on aime bien commencer par les fondamentaux et une définition. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qu'est le cloud pour les particuliers et pour les entreprises? C'est très simple. Le cloud, en fait, c'est l'endroit où on stocke les données. Voilà, c'est ça. En fait, dans le numérique, il y a plusieurs aspects. Il y a la question des données. Donc, les données, c'est vos photos, par exemple. Vous voyez, c'est très concret, mais ça peut être vos données bancaires, vos données médicales. Enfin, c'est tout un tas de choses. Ça peut être les dossiers des entreprises. Donc, je parle pour tout le monde, particuliers et entreprises. Donc, vous avez les données. Donc, ça, c'est un sujet dont on parle beaucoup. Vous avez les algorithmes. Donc, les algorithmes sont les espèces de programmes qui vont alimenter l'intelligence artificielle. On en parle beaucoup. Mais enfin, il faut bien que tout ça aille quelque part. Il faut que ce soit dans une infrastructure. Cette infrastructure dématérialisée, c'est ce qu'on appelle le cloud. Et donc, très concrètement, vous avez peut-être quelques photos dans votre smartphone. Beaucoup. Voilà. Alors, il doit y en avoir, si vous en avez beaucoup, il y en a quelques-unes qui sont directement sur le smartphone, mais enfin, elles sont, j'imagine, stockées sur un cloud. Donc, en réalité, on voit bien ce que je veux montrer, enfin, en répondant à votre question de façon peut-être un peu longue, mais c'est qu'en fait, le cloud, avec les données et les algorithmes, voilà, c'est un pied du trépied qui permet au numérique de fonctionner. Et pour nos auditeurs, pour que ça soit bien visuel, ça veut dire que ça ne va pas être dans votre téléphone mobile, dans le device ou dans l'ordinateur, mais dans un espace, exactement. un serveur. Voilà, sur un serveur, ce sont de très grosses machines qui consomment pas mal d'électricité, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure. Et donc, nos données, elles sont là-dedans. Alors, concrètement, de quelles données parle-t-on? Vous évoquiez effectivement mes photos, par exemple, mais si on est de manière un petit peu plus sérieuse, qu'est-ce qu'on y trouve? Non, mais vraiment toutes les données dont vous pouvez avoir besoin. Alors, si vous êtes un particulier, en effet, les photos, mais si vous êtes, tiens, par exemple. Est-ce que vous écoutez je veux pas faire toute votre vie privée, je me permettrai pas. Allez-y. Mais peut-être avez-vous un abonnement de streaming. Vous écoutez de la musique. Voilà. Bon, évidemment, la plateforme à laquelle vous êtes abonné, elle a pas tous les vinyles ou tous les CD. Elle les passe pas quand vous voulez écouter Taylor Swift. Vous voyez, donc tout ça, tous ces fichiers sont dans un cloud. Alors là, c'est énorme, évidemment, vous voyez, mais en fait, toutes les données de l'entreprise qui sont pas sur le disque dur, parce que de toute façon, c'est trop petit, elles sont dans le cloud. Donc, en réalité, pour répondre à votre question, toutes les données quasiment qu'on utilise, en fait, elles sont sur le cloud. Alors, c'est pour ça que c'est des marchés du cloud qui sont gros et qui progressent rapidement. Il y a des grands acteurs internationaux qu'on connaît, qui sont les GAFA. Il y a des acteurs aussi de plus petite taille, qui sont des acteurs nationaux ou européens. Est-ce qu'on a la possibilité de faire un choix quand on est une entreprise? Et si on fait ce choix, est-ce qu'on doit arbitrer entre la sécurité ou l'efficacité? Alors déjà, sur la question de la sécurité, je vais peut-être aller un peu à contre-courant, mais moi, c'est pas quelque chose qui m'inquiète beaucoup, parce que quand vous vivez en Europe, de toute façon, vous êtes dans un espace qui est très régulé. Donc en réalité, c'est un peu comme les compagnies aériennes, si vous voulez. Vous ne posez pas la question quand vous prenez l'avion en Europe. Peut-être si vous partez en vacances en Afghanistan, j'en suis pas sûr, mais là vous allez regarder. Mais si vous êtes en Europe, vous posez pas la question parce que c'est régulé. Je dirais que c'est un peu pareil pour le cloud. Alors je sais bien qu'il y a cette idée selon laquelle peut-être les fournisseurs de cloud américains c'est moins bien que les Européens parce que les Américains pourraient regarder nos données, etc. Alors moi j'y crois pas, mais ça à la limite ça n'a pas d'importance. Mais surtout l'Union européenne qui ne plaisante pas sur ces sujets-là, a rendu un avis il y a quelques semaines et qui explique qu'en fait le niveau de sécurité est à peu près le même. Donc l'arbitrage, c'est plus un arbitrage économique en matière de coûts
Et là, par contre, il y a des sujets. Et oui, mais si une plateforme américaine est Ouais. moins chère qu'une plateforme européenne... Moi, je suis pas là pour faire de la publicité, et je suis pas là pour faire la publicité des Américains, mais allez-y. En tout cas, ce que regardent les entreprises et ce que regardent les gens, en fait, mais surtout les entreprises, parce que c'est là qu'est l'enjeu économique, c'est la question essentiellement de l'efficacité et du coût. C'est-à-dire, est-ce que ça fonctionne bien? Et est-ce que c'est un prix abordable? Et c'est là où il y a des sujets, parce qu'il peut y avoir des sujets de concurrence, etc. Peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure. Mais sur la question de la sécurité, très honnêtement, ça fait pas Mais partie quelque part, des ça choses vous gêne qui pas me- justement que nos données, nous Non. Européens, aillent sur une Non, moi, ce qui plateforme me gêne, c'est pas ça. américaine? Non, moi, ce qui me gêne, c'est que je suis un patriote européen et français et que je voudrais bien qu'il y ait des très gros fournisseurs de cloud européens et français. Donc, moi, ça me gêne en tant que citoyen qui réfléchit aux questions économiques. C'est-à-dire qu'en fait, la vraie question, me semble-t-il, pour nous, c'est de se dire, mais en fait, c'est pas que sur le cloud. D'ailleurs, votre émission, elle est sur le numérique. Le numérique en Et général. je dirais hein. que malheureusement, en fait, c'est un sujet qui traverse un peu tous les domaines du numérique. Je parlais des algorithmes, y compris l'intelligence artificielle. Moi, la question que je me pose toujours, et malheureusement j'ai quelques réponses, mais bon Dieu, pourquoi est-ce qu'à chaque fois qu'il y a une grosse innovation, qu'il y a un énorme acteur qui passe à l'échelle, comme on dit en très mauvais français, il est jamais européen? Quasiment jamais Et alors européen. pourquoi Nicolas? Pas suffisamment. Parce que il y a on n'a pas un marché du financement du type Nasdaq qui est suffisamment profond, qui est suffisamment liquide pour apporter d'énormes liquidités, d'énormes financements, parce que on a une réglementation qui est stricte. Quand même, le réflexe un peu pavlovien de l'Union européenne, c'est dès qu'il y a une innovation régulée. C'est Tout à fait. le truc. Vraiment, on commence par ça. Bon. Et puis il y a aussi des difficultés d'accès au marché. Oui, c'est pas forcément facile pour une entreprise qui se crée en France ou en Europe dans le numérique, même si on essaie d'aller vers le marché unique du numérique, mais enfin, c'est pas nécessairement facile. Donc, vous voyez, moi je suis pas un protectionniste. Pour moi, c'est ça les vraies questions. Donc, je pose la question de la souveraineté, non pas sous l'angle protectionniste, les Américains, c'est pas ça, mais plutôt pourquoi est-ce qu'en Europe on n'est pas assez performant du point de vue économique pour faire émerger de gros acteurs. Alors, question, vous aimez bien dire que le cloud constitue un enjeu de compétitivité et d'innovation pour les entreprises françaises. Est-ce que vous pourriez nous expliciter c'est super important. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous êtes une entreprise qui est dans le numérique, par exemple, et que vous avez besoin d'une grosse infrastructure de cloud, parce que vous allez héberger énormément de données, ce que ça vous coûte, ça va être important. Vous voyez? Et donc, en fait, vous allez devoir aller vers le fournisseur qui répond le mieux à vos attentes. Et là, il y a parfois des petits soucis parce que il y a ce qu'on appelle, alors je vais pas être technique du tout, mais des effets de levier. C'est-à-dire que quand vous allez sur le cloud, vous avez besoin d'aller sur l'infrastructure et vous avez besoin de logiciels. Et puis vous avez des fournisseurs de logiciels qui vont vous dire, je vous vends mon logiciel, mais il faut aller sur mon cloud à moi parce que sinon, si vous allez sur un autre, c'est un peu plus cher. Alors justement, donc il y a ces questions de coûts et donc là, cette question de la concurrence, moi je suis un libéral, donc la concurrence, ça me parle. Et voilà, c'est vraiment des sujets auxquels il faut faire attention. Mais juste Vanessa, je complète la réponse à votre question. Je suis désolé, je suis trop long, mais je vais être très rapide. On va faire synthétique, Nicolas. Non, il n'y a pas assez d'entreprises françaises en France qui utilisent le cloud. Il y en a 25%. Alors où est-ce qu'elles stockent leurs données? Je sais pas, les stockent pas, c'est sur leur disque dur, c'est je sais pas où, mais en tout cas, c'est pas bien. Donc on est à 20-25% en France, on est à plus de 40% dans l'Union européenne en moyenne, et dans certains pays scandinaves, c'est plus de 70%, vous voyez. Donc ça, c'est pour ça que c'est super votre émission. Je suis ravi d'être là. Non, mais parce qu'on peut en parler à un public assez large. Complètement. Alors, j'aimerais revenir sur une loi qui vient d'être votée et qui permet de changer d'opérateur. On va expliquer. C'est un petit peu comme pour des consommateurs lambda. Avec une banque, avant, c'était très compliqué d'en changer. L'opérateur téléphonique, c'était très compliqué. Les choses se sont fluidifiées ces derniers temps. C'est la même chose pour le cloud. Au début, on voit un abonnement à un prix super compétitif, et après, comme vous le dites, il y a plein de services qui viennent s'ajouter. On a une facture à la fin qui est monstrueuse. Et là, justement, il y a une loi qui a été votée pour éviter de se retrouver dans ce danger. Oui, alors ça règle pas piège. encore. Voilà, alors ça règle pas encore le sujet des effets de levier dont je parlais, mais c'est très important parce que en fait, on est dans des secteurs où spontanément, c'est difficile de changer de fournisseur. Vous avez tout à fait raison de prendre l'exemple du secteur bancaire. On pourrait prendre l'exemple de la téléphonie mobile. C'est pas super facile de changer parce que je dirais que c'est compliqué en soi. Et donc, raison de plus pour que la législation et la réglementation fassent en sorte que ce soit le moins difficile possible, parce que c'est déjà compliqué en soi.
voyez ? Et donc c'est pour ça que ces sujets-là, ces sujets de réglementation sont très importants pour que les entreprises elles puissent avoir, les particuliers, mais c'est surtout les entreprises, avoir un large spectre pour aller acheter le service qui leur correspond le mieux. Nicolas, je propose de marquer une courte pause et on se retrouve dans quelques instants sur Sud Radio pour savoir jusqu'où nos données sont bien protégées dans un contexte de cybermenace. Nous vous ferons également découvrir comment tester vos compétences en matière de numérique avec une plateforme unique pour progresser à votre rythme. On se retrouve dans quelques instants dans le numérique pour tous. Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Voilà, et on se retrouve avec Nicolas Bouzou pour parler du cloud, ces serveurs qui permettent d'héberger nos données. Nicolas, on connaît tous le contexte en ce moment un petit peu géopolitique qui est très chahuté, avec des attaques cyber qui ne cessent de se multiplier. Donc quelque part, nos données sont un or noir qui est stocké, parfois on ne sait pas où. Est-ce que ça peut pas être un moyen de prendre en otage ou justement de créer des menaces supplémentaires? Bien sûr, alors vous avez tout à fait raison de dire que les cyberattaques, alors elles sont très importantes, il y en a beaucoup. C'est quelque chose que les entreprises et les particuliers ne voient pas. Et donc c'est vraiment une préoccupation pour nous, une préoccupation d'ordre économique et bien sûr le contexte géopolitique. On sait très bien qu'il y a des pays, la Russie typiquement, qui déclenche beaucoup de cyberattaques pour nous déstabiliser. Alors c'est souvent contre le secteur public, donc les ministères, etc., qui ont à gérer ça tous les jours, mais ça peut être aussi contre des entreprises. Alors moi, je n'ai aucune légitimité ni aucune compétence pour dire allez voir tel ou tel fournisseur, mais en revanche, faites attention à ça et allez plutôt chez des trucs qui sont reconnus, quoi, parce que faut en effet pas faire n'importe quoi, surtout quand on est une entreprise. Vous le disiez tout à l'heure, Nicolas, tous ces serveurs, ça consomme beaucoup d'énergie, donc ça peut avoir potentiellement une empreinte carbone qui ne va pas dans le sens de l'histoire, même si on y met de l'énergie verte. Est-ce que vous avez le sentiment que le sujet est adressé par tous les fournisseurs de cloud aujourd'hui à sa juste valeur, où il y aurait quand même un travail à faire? Il n'est jamais adressé à sa juste valeur, mais il est adressé. Cette question est passionnante parce qu'en fait, c'est la question croissance versus décroissance, c'est-à-dire est-ce qu'il vaut mieux, dans le cas présent, moins utiliser le numérique pour diminuer l'empreinte carbone, ou est-ce qu'il faut continuer d'utiliser le numérique et faire progresser les usages du numérique, y compris du cloud, et décarboner le numérique? Ceux qui sont charitables au point de me suivre savent que je suis évidemment favorable à la deuxième option. Et en fait, il y a quand même des choses. Alors déjà, l'électricité, elle peut être décarbonée. Si c'est de l'électricité en France, elle est décarbonée. Mais dans tout un tas d'autres pays, les très grosses entreprises de cloud, elles peuvent aller se sourcer auprès d'éoliennes, de panneaux d'énergie photovoltaïque. Donc il y a la première chose. Et puis, ça c'est la première chose. Et puis vous avez des innovations qui sont très intéressantes. Par exemple, le cloud, les serveurs, ça fait de la chaleur. En fait, vous pouvez utiliser des moyens naturels de refroidissement, ou vous pouvez, ce qui commence à se faire, utiliser la chaleur je parlais des pays scandinaves. Vous pouvez réutiliser la chaleur pour faire du chauffage. Donc ça, c'est passionnant. Et c'est pour ça que moi, je suis toujours contre la décroissance. Je suis contre le fait qu'on fasse n'importe quoi. Il y a des usages du numérique, c'est à regarder les films de chats, etc. C'est pas une bonne idée, mais parce que c'est vraiment du gaspillage, ça consomme de l'énergie pour rien. Mais il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, si vous voulez, et il faut plutôt, et d'ailleurs, si on veut faire un geste citoyen, on va aller vers des entreprises dont on sait que, par exemple, elles vont recycler la chaleur. Vous voyez ? Vous auriez un message pour conclure dans cette époque un peu paradoxale où on encourage, comme vous le dites, la consommation des data et quelque part on cherche une frugalité énergétique et oui, mon message, c'est justement de sortir par le haut de cette contradiction en utilisant le numérique et les data, les algorithmes, le cloud, tout ce dont on vient de parler, pour des usages qui sont des usages positifs pour la société. Il y a quand même plein de choses à faire. Aujourd'hui, il y a plein de défis en matière de santé publique, d'accès à la culture, de décarbonation. Donc, il faut faire des choses intelligentes avec ces outils. C'est ça mon message. Merci beaucoup Nicolas Bouzou. Je rappelle que vous êtes économiste et dirigez le cabinet Asterès. Et pour terminer cette émission, j'ai le plaisir de recevoir un homme qui va vous permettre de tester vos compétences numériques et de progresser à votre rythme. Benjamin Marteau, bonjour. Vous êtes président de la société Pix, PIX. Expliquez-nous ce que fait Pix, justement. Alors, je suis directeur, mais ça change pas. C'est important, les titres, c'est très important. Faut le dire. Pix, on est parti d'un constat, d'ailleurs qu'on entend dans le nom de l'émission, le numérique pour tous, c'est que le numérique, il était de plus en plus présent dans nos sociétés, dans l'économie, dans nos familles, et que dans ce monde-là, si on veut pas que la société soit fracturée, on a besoin d'avoir une maîtrise très large des compétences numériques, ce qu'on appelle les compétences numériques. Alors on parle de quoi ? Ah oui, on parle de quoi ? On parle de ces compétences dont on a besoin
dans sa vie familiale, par exemple, pour échanger avec des proches. C'est très bien le numérique, ça peut permettre d'échanger avec ses proches. Oui, mais encore faut-il savoir utiliser un certain nombre d'applications et d'outils. On en a besoin dans la vie professionnelle. On parlait à l'instant du cloud. Ça bouleverse aussi le rapport à la bureautique pour beaucoup de gens qui connaissaient les outils bureautiques avant le cloud et qui maintenant doivent apprendre à travailler ensemble autour de fichiers qui peuvent être partagés, etc. Ça, ce sont des compétences que l'on doit maîtriser derrière. Et on a également les sujets pour les études, dans le cadre à l'école, au collège, à l'université. On a besoin de ces compétences qui nous permettent de rechercher de l'information. De distinguer entre les différentes sources d'information, d'ailleurs, qui est un sujet qui concerne aussi beaucoup les médias en ce moment. Les compétences numériques, c'est tout ça. Et Pix, sur ce chemin, c'est un service public dont la mission est d'aider tout un chacun, toutes les Françaises et tous les Français, à cultiver leurs compétences numériques tout au long de leur vie. Alors, dites-nous très concrètement, on va sur une plateforme, on va sur un site, une application, comment ça se passe? Voilà, je veux me former, je veux aller un petit peu plus loin sur mon domaine et j'ai une faiblesse là-dessus, que je sois effectivement un grand-papa ou alors un tout jeune étudiant. Qu'est-ce que je fais? Alors, vous allez sur pix.fr, pix.fr. Et vous allez découvrir ce que l'on fait. Et ce que l'on fait, ça commence par des tests. En fait, le premier service rendu par Pix, c'est déjà de vous dire où vous en êtes, parce que le monde du numérique, il évolue tout le temps. Le monde du numérique, c'est un terme, mais qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que je ne sais pas faire? On a un test qui s'adapte à votre niveau. On n'est pas trop méchant. Par rapport à si vous avez l'habitude des examens, des évaluations, c'est quelque chose qui est à la fois ludique, bienveillant et en même temps qui est fiable, parce qu'on vous dit quand même ce que vous maîtrisez, ce que vous ne maîtrisez pas. Donc et même si je sais pas me servir d'un ordinateur, si je ne sais pas me servir d'un ordinateur, je peux aller sur un ordinateur et comprendre comment ça fonctionne sur la plateforme. C'est paradoxal. On a des usages parce qu'on est une plateforme, donc forcément il y a des prérequis. Néanmoins, on a des usages que l'on pense et dont on travaille le développement d'ailleurs, hybride, c'est-à-dire qu'il y a la plateforme qui peut être utilisée avec quelqu'un qui vient vous aider derrière, c'est-à-dire ce que font les conseillers numériques France Service qui sont déployés, qui ont été déployés par l'État, on a 4000 qui ont été déployés un peu partout en France, et qui peuvent vous aider ou dans des espaces de médiation numérique. Donc on a des usages pour les personnes qui sont les plus éloignées, accompagnées par des êtres humains en chair et en os, parce que c'est aussi important, et donc on se pense en complémentarité. Et sur la plateforme, quand vous y allez, donc il faut un minimum de prérequis, mais pas tant que ça. On s'adresse pas à des développeurs, on s'adresse pas à des apprentis développeurs, on s'adresse à tout un chacun dans les familles, dans les entreprises et à l'école pour développer vos compétences numériques. Donc on a des tests et on vous recommande ensuite des solutions. Quand on sait où vous en êtes, on peut vous recommander de manière assez intelligente des solutions pour vous former, et à la fin vous pouvez avoir un certificat qui va valoriser vos compétences. Alors, on parle beaucoup des dangers auxquels les adolescents sont assujettis sur les réseaux sociaux en ce moment. Donc ça, c'est plus du domaine du comportement que de la compétence technique. Vous apprenez aussi sur Pix à faire attention, à se méfier aux adolescents qui pourraient répondre ou engager un dialogue, parce que le comportement prime avant la maîtrise opérationnelle de l'outil. Alors Pix, on n'est pas un certificat de comportement, ni de bonnes mœurs, ni de bonnes pratiques. On ne saurait pas l'évaluer d'ailleurs, parce qu'on peut toujours dire... Non, mais je pense au harcèlement, par exemple. Sur les questions de harcèlement, il y a des compétences, il y a des savoirs, il y a des savoir-faire, il y a une compréhension des enjeux qui sont derrière, et la part que l'on peut assumer et que l'on assume d'ailleurs, et qui nous est demandé dans le cadre de ce que l'on fait en 6e, parce que en cette entrée scolaire, on a élargi ce que l'on fait. On commence maintenant à partir de la classe de 6e avec des parcours dédiés. Concrètement, on vous fait connaître un certain nombre de choses. Le 30-18, d'ailleurs je le redis, le 30-18, si jamais on sait que c'est à peu près un élève sur 4 qui à un moment donné est confronté à une situation de harcèlement. Dans le harcèlement, il y a aussi le cyberharcèlement, qui est une version encore aggravée. On a le 30-18, qui est un numéro d'appel, qui est aussi une application que vous pouvez utiliser. On s'assure déjà, c'est bête, mais on s'assure que tous les élèves de France, de la 6e jusqu'à la terminale, aient connaissance de ça. On s'assure également qu'ils ont en tête, on va dire, les recommandations. C'est-à-dire, on vérifie pas qu'ils le font, on ne peut pas le vérifier. Néanmoins, on s'assure qu'ils connaissent les recommandations, qui est de en parler à un adulte, en parler avec un proche, en parler, et y compris quand on est en situation de témoin, parce que c'est bien, on peut être en situation de victime, mais il y a souvent, quand il y a une victime, il y a beaucoup de témoins à côté. Donc il y a une responsabilité de tous ceux qui sont témoins, les élèves. Et ça fait partie aussi des éléments que vous pouvez connaître. On travaille à identifier, par exemple, dans des questions que vous pouvez avoir sur ce parcours d'évaluation-là, il faut savoir identifier ce qu'est une situation de cyberharcèlement. Donc on encourage les parents à aller sur la plateforme Pix pour justement aider ou dialoguer avec leurs enfants et les former. On a un pendant qu'on pense pour les parents. Effectivement, on a des parcours pour les élèves, mais ce que je disais tout à l'heure sur Pix, c'est numérique pour tous. Ça concerne tout le monde, et donc on a des activités et des propositions de services en direction des parents. D'ailleurs, on a un programme qui s'appelle Pix Parentalité Numérique pour aider les parents à la fois qui sont confrontés
dans les relations à l'institution scolaire. Je vais faire une demande de bourse, par exemple. Bon, bah voilà, j'ai besoin d'un certain nombre de compétences. Je suis avec l'ENT ou avec Pronote, par exemple. Voilà, on a besoin aussi de pouvoir utiliser l'informatique. Mais c'est aussi, moi, je suis parent avec mon enfant qui se meut dans le monde numérique. Et bien là, il y a des rapports aux écrans. Qu'est-ce qui est établi scientifiquement, qu'est-ce qui ne l'est pas. Toutes ces choses-là, c'est un programme qu'on lance en direction des parents. Il y a une autre population que vous formez, ce sont les agents des collectivités territoriales. Pourquoi ce focus spécifique sur cette population ? Alors, on a dans nos convictions, on est très heureux d'être généralisé dans le contexte de l'enseignement scolaire, de l'éducation nationale. On a un peu plus de 4,5 millions d'élèves qui sont sur la plateforme. Néanmoins, le numérique, ça évolue tout au long de la vie. Et donc, les actifs, qu'ils soient dans le service public d'ailleurs ou qu'ils soient en entreprise, bah, c'est une des cibles qui est privilégiée pour nous. Pourquoi ? Parce qu'on l'a vu avec le cloud. Si on ne comprend pas ce qu'est le cloud, si on ne sait pas utiliser le cloud, eh ben on a quand même des difficultés au quotidien et on peut exposer à des risques. Alors Nicolas était plutôt rassurant, se sentait en confiance plutôt sur le fait qu'on ait toutes nos données qui peuvent s'être hébergées un peu partout dans le monde. On pense que le cloud, c'est une chance aussi de notre côté, donc on veut faire connaître les usages, etc. Néanmoins, on veut aussi faire connaître la matérialité qui est derrière le cloud, par exemple. D'ailleurs, ça a été évoqué aussi dans ton propos. Ça revient à mettre ces données sur les ordinateurs de quelqu'un d'autre, parce qu'on dit c'est sur des serveurs. D'ailleurs, le terme nuage est intéressant, mais dans ce qu'on fait, on essaye d'aller mettre des mots, d'aller mettre des savoir-faire et d'aller mettre une compréhension des enjeux du numérique pour tout un chacun. On a des offres qui s'appellent Pix Territoire, qui s'adressent donc à la fois aux élus, aux agents des collectivités locales, au secrétariat de mairie par exemple, pour qu'ils puissent s'approprier pleinement ces enjeux et le faire de manière évolutive. Il suffit pas de faire un one-shot, de le faire une seule fois. Le numérique, ça évolue tout le temps et donc on a besoin de programmes qui permettent de revenir vers vous pour vous développer vos compétences numériques. Dernière question, Benjamin. Le diplôme ou la certification qu'on peut avoir avec Pix, on peut le mettre sur son CV. C'est quelque chose qui, quand vous allez voir un employeur, peut vous aider à certifier la qualité de votre savoir numérique ? Alors tout à fait, c'est la vocation de la certification, c'est vraiment de valoriser vos compétences. On peut le mettre dans un CV, ça peut compter dans un parcours étudiant, dans un parcours scolaire. C'est obligatoire aujourd'hui en classe de 3e, en classe de terminale, en 2e année de classe prépa pour les BTS. Donc on a un peu plus de 1,7 million personnes qui sont certifiées Pix chaque année, la première certification de France. Maintenant, on pense que c'est très utile. Moi, je suis employeur aussi. C'est important. C'est bien de savoir avec qui on s'engage. 1 minute pour conclure, votre souhait pour aller plus loin, si vous aviez un message ? Alors, s'il y avait un message, votre mission, c'est numérique pour tous. Moi, je pense qu'on a besoin d'être tous pour les compétences numériques parce qu'en réalité, on a aujourd'hui à peu près 30% des Français qui se sentent pas à l'aise avec le numérique. Soit qui sont exclus, ça pourrait 4,5 millions, soit qui se sentent décrochés. Autour de 11,5 millions. C'est la dernière étude du Crédoc en avril de l'année dernière. Donc on va sur Pix ou pix.fr, on y va tout seul ou avec un conseiller. On y va tout seul. Si on a un petit peu peur, on va voir un espace de médiation numérique et puis on en parle avec lui. Et quand vos enfants, parce qu'il y a quand même plus de 4 millions de nos enfants qui utilisent Pix, regardez derrière leur épaule et essayez de le faire aussi avec eux. Ça peut être une bonne expérience familiale. Merci beaucoup Benjamin Marteau, donc Pix.fr. Merci Nicolas Bouzou. Le numérique pour tous, c'est fini pour aujourd'hui. Et pour prolonger la discussion, on se retrouve sur vos réseaux sociaux préférés. Je vous souhaite une excellente fin de week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Avec Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit.